à Rennes, et donc Biotrial, c'est quelque chose qui n'est pas complètement inconnu pour moi, notamment pour certains de mes amis qui ont vu Biotrial, et en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que le risque zéro n'existe pas. Je ne suis pas là à payer par Biotrial pour défendre Biotrial, mais en gros, visiblement, ils respectent les lois qui sont édictées par la société. Donc ils les respectent, ils font l'ensemble des protocoles qui leur sont exigés. Après, ils en tirent un bénéfice financier. C'est lucratif. C'est très lucratif. Ça on ne peut pas écarter ça. Mais est-ce que les patients eux-mêmes, c'est uniquement par rapport du gain qu'ils le font? Partiellement, probablement. Mais il y a aussi une forme d'altruisme, puisqu'il s'avère qu'une bonne partie des patients, en fait, en général, qui acceptent d'être volontaires pour des expérimentations cliniques, en général, sont des personnes qui sont relativement sportives. En tout cas, on sélectionne les sportifs pour limiter un petit peu les risques, en fait, forcément. On cherche à avoir des gens assez représentatifs du corps social en général, mais en bonne condition physique. Alors ensuite, il y a une partie des gens qui vont être testés vont avoir un placebo. Donc ils n'auront que de l'eau, ou ils auront du sucre, ou ils n'auront rien. Donc du coup, il y a peut-être ça, je ne sais pas si ça joue, mais bon, une seule partie va vraiment expérimenter la molécule. Donc il y a un petit côté peut-être hasard. Il y a aussi quand même une côté pas du gain, parce que c'est en général, bon, ça peut être 750 € par semaine, 3000 € par mois. Bon, pour certains, ça fait un revenu complémentaire intéressant. Mais il n'y a pas forcément que des personnes qui sont dans le besoin, pas que des chômeurs. Il y a beaucoup d'étudiants, certes, mais ça c'est peut-être lié aussi à la disponibilité des gens. Mais en gros, il y a aussi l'idée de contribuer à la recherche. Et c'est là où il s'agit d'être responsable aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'en amont, les tests doivent être sérieux et que les raisons de faire le test doivent être validées par les comités et par tout ce qu'il faut, parce que il y a chez les volontaires en général une véritable volonté de contribuer à l'avancée de la science. Alors, on est en plein un petit peu dans une forme d'économie participative d'une certaine manière, parce que en fait, l'idée c'est que les gens ils veulent donner de leur temps, de leur santé peut-être, pour faire avancer l'ensemble de la société. Et des gens vont profiter de vont stimuler cette appétence altruiste pour faire du bénéfice économique. Mais nous, on va bénéficier des médicaments au final, qui sont remboursés par le système de santé. Donc on se tient tous par la barbichette. Donc c'est pour ça que c'est un questionnement éthique hyper important, puisqu'on ne peut pas trancher, l'un est bien, l'un c'est mal, il y en a un qui est mort à cause de ça, et donc du coup c'est pas bien. En même temps, on peut peut-être toujours dire qu'il faut contrôler ce qui se passe, être sûr que les lois sont appliquées, etc. Donc là, je n'ai pas de réponse, mais en fait, c'est un contrat de confiance. Le volontaire, il a un contrat de confiance. En général, les profils, en fait, finalement, qui sont les personnes qui répondent déjà favorablement avec l'envie de tester, de participer à une enquête, plus d'avoir la bonne santé, c'est aussi une question de confiance. Ils ont confiance dans la science. Souvent, ils ont des liens avec des médecins parce que dans leur famille, il y a des gens qui ont été soignés, parce que dans leur famille, il y a des soins. Donc, c'est une question de contrat de confiance. Et donc, il n'est pas du tout dans l'intérêt des labos pharmaceutiques de rompre ce contrat de confiance, en tout cas pas en Occident. Je ne sais pas dans d'autres parties du monde, je parle que pour la France, en fait, pour ce que je connais, parce qu'après, peut-être que dans d'autres parties du monde, moins strictes, il y a des errements, peut-être même comme, par exemple, dans l'écologie, on a des compagnies qui vont être extrêmement nickel au niveau écologique au Canada, et qui vont faire des choses atroces en Afrique. C'est la même compagnie. Donc je sais pas, cette question un petit peu schizophrénique qu'on peut avoir dans le capitalisme, c'est pas ce que je veux aborder. Je parle pour la France. Pour la France, en fait, c'est extrêmement encadré, et ça participe à rassurer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement ? En général, ça peut être en ambulatoire. La personne qui va tester un produit, ça va peut-être parfois venir faire des prises de sang et puis rentrer chez elle. Parfois, ça va être des personnes alitées. Donc les gens se retrouvent dans une grande pièce, un peu comme en colonie de vacances où il faut rester allongé à regarder la télé. Et puis, et voilà. En gros, les gens restent à attendre. Une partie d'entre eux, prenant le placebo, ne fait que s'ennuyer ou attendre que le temps passe. Et puis peut-être une partie qui a, elle, le principe actif, ne ressent rien. Ça se passe très bien, parce que c'est peut-être des variations juste dans le sang ou un taux quelconque. Soit commence à devenir un peu rouge, un peu jaune, puis ensuite un peu vert, pas très bien, pas très à l'aise, vomit toute la nuit. Et, oui, donc ça veut dire qu'on arrive dans un dosage qui peut être inapproprié, etc. Ça fait partie du contrat qui est signé. Donc du coup,
les gens qui on va dire entre guillemets, se torturent un peu volontairement, c'est pas réellement de la torture puisque c'est consenti. Hein. Enfin, c'est juste ils testent la machine, ils testent le produit. Dans le pire des cas, peuvent être très malades, sont soignés. Au pire, ça s'arrête. Bon, et exceptionnellement, voilà, il y a des décès de temps en temps. Et c'est terrible. C'est terrible. Parce que ces cobayes qui décèdent ou qui ont des lésions définitives, oui, effectivement, sont très peu couvertes puisqu'ils ont signé un contrat. Et ça fait partie justement du bénéfice des 3 000 €, par exemple, qu'ils ont dans le mois. Donc c'est pour ça que vraiment la responsabilité sociale est importante parce que ces gens qui vont... un fonds d'indemnisation pour les victimes, ça serait peut-être du pain béni pour les labos pharmaceutiques, mais peu importe, puisque de toute manière, ça serait aussi pour reconnaître que ces personnes qui sont des cobayes, ont été, comment dire, ont une reconnaissance sociale pour eux, quoi. Je fais un petit écart de côté en pensant à un de mes enseignants, Lucien Sfez, qui parlait dans un de ses livres, La santé parfaite, je me rappelle à l'instant, de choses qu'il avait repérées au Japon, sur le fait de voir des petits monuments pour tous les micro-organismes qui avaient été sacrifiés dans les expérimentations. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de monuments pour les personnes décédées, ni même pour les animaux qui sont morts, mais pour les micro-organismes. Donc c'est presque... symbolique, on va dire. Mais c'est vrai que la reconnaissance peut être faite d'une manière ou d'une autre. Bon, pour les humains qui sont blessés, il est mieux que ce soit une reconnaissance plus que symbolique, plutôt financière. Ensuite, en fait, voilà, l'enjeu principal, et on n'a pas beaucoup avancé depuis le départ, c'est qu'en fait, c'est une question éthique. C'est une question, en fait, il y a le risque, il y a les périls, mais c'est pour le bénéfice de la société. Alors déjà, on peut peut-être écarter, d'une part, les séries d'expérimentation qui vont être en quelque sorte fantaisistes, qui vont être faites pour une raison fantaisiste. Donc, heureusement, il va y avoir de la validation. C'est un peu comme les financements dans les recherches. En général, les recherches un peu trop fantaisistes ne sont pas forcément... Ça peut être mal parfois, parce que parfois, certaines recherches fantaisistes ont un intérêt, mais dans le cas, faire souffrir éventuellement des gens pour rien, c'est dommage. Mais ensuite, je pense que le comité d'éthique seulement ne suffira pas. Parce que dans tous les comités d'éthique, dans tous les comités, en fait, il y a un risque de notabilisation sur le long terme. Donc du coup, bien sûr, il faut un organisme qui chapeaute tout ça, mais il faut aussi une implication des citoyens, et ça, c'est difficile à avoir. Parce qu'il faut tenir au courant, il faut que le débat soit public. Et il y a des choses qui sont difficiles à mettre en débat public parce que ce genre de questionnement, c'est comme l'euthanasie, c'est comme la GPA, ça peut très vite arriver dans des grands polarisations où finalement il n'y a plus un dialogue de sourds où tout le monde s'engueule. Voilà. Et du coup, c'est pas bon. Donc, entre un comité secret qui fait son truc dans son coin et que personne ne percute, et de l'autre côté, une société où c'est la zizanie complète, c'est pas bon. Donc je n'ai pas de solution à faire, mais bon, j'espère qu'en haut lieu politique, etc., il y aura peut-être possibilité de créer des débats, des débats sur ce genre de sujet, notamment sur l'indemnisation des victimes, ou sur aussi les bons côtés, voir les mauvais quand il y a un décès, mais voir les bons côtés. On a quand même une espérance de vie qui a énormément avancé. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais on vit en France, qu'à 80, 82, 83 ans, c'était pas du tout le cas il y a un siècle. Donc, du coup, il y a l'hygiène, avant tout peut-être. Il y a la nutrition, mais il y a les médicaments. Sans ces médicaments qui ont été testés, etc., combien dans cette pièce seraient peut-être décédés? Peut-être moi aussi, hein. Une simple antibiotique, etc., qui soigne une bactérie, ça nous soigne. Donc, au moins, la question, donc par-delà l'indemnisation possible, comme pour le Mediator ou le thalidomide, ne pas duper, ne pas faire souffrir un cobaye pour des clopinettes uniquement. Par exemple, là, je sors de la question strictement médicale, mais pour aller dans le nucléaire, dans l'armement nucléaire, forcément c'est un petit peu brutal, mais en URSS, au moment où ils ont développé la Tsar Bomba, qui a été la plus grande bombe nucléaire qui a été jamais produite, 60 mégatonnes, un truc qui va presque jusqu'à la moitié de l'atmosphère, et encore s'ils la font en version finale, ça va jusque toute l'atmosphère, c'est très haut. En fait, il s'avère qu'ils ont fait donc sauter cette bombe pour prouver qu'elle était opérationnelle. Elle l'était en détruisant la Nouvelle-Zélande au nord de l'URSS. Okay. Mais il y avait une autre équipe qui faisait la même bombe, qui voulait aussi la faire sauter pour montrer qu'eux aussi ils avaient réussi.
mais ils étaient deux. Et là, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que déjà la question du bien fondé de faire une bonne expérimentation nucléaire est complexe, mais d'en faire deux, notamment juste pour dire oui, j'y étais, ça devient du délire complet et absolu. Et il s'agit un peu de se mettre en accent les doublons éventuels, quand on a de la concurrence entre différents labos qui vont faire 2 fois la même opération et faire souffrir pour rien, ou de faire de la... Voilà. Alors qu'on pourrait... Mais ça, c'est une question d'arbitrage, et c'est lié aussi à la guerre économique entre les entreprises. C'est compliqué, donc, mais c'est compliqué, certes, mais on peut quand même intervenir en tant que citoyen. C'est pas impossible, on peut pas juste baisser les bras en disant c'est l'argent, c'est la capitale, c'est... Non, on peut. Le capitalisme, les entreprises seront obligées, seront tenues pour opérer dans nos pays, de tenir compte de la législation un minimum. Donc, s'intéresser aux mécanismes qui créent les lois, faire appliquer les lois, mais voilà. Donc là, je pense avoir plus ou moins cerné la question qui était les enjeux, les responsabilités. L'idée, c'est de se regarder en face. Là, j'ai montré un singe qui souffrait, ça suffira. C'est qu'une question en fait, comme de l'inconscient. On va parler de certaines choses et puis on va mettre d'autres choses sous le tapis. Parce que, par exemple, dans les laboratoires en phase 1, il y a énormément d'animaux qui souffrent. Et parfois, c'est sur les mêmes sites. C'est-à-dire que sur le site où on expérimente sur les humains, il y a une zone un petit peu sans fenêtre, où on entend des chiens hurler à la mort, strictement à la mort jusqu'à leur décès, parce qu'on teste les doses létales sur eux. Les chiens, les rats, etc., etc. Et donc, du coup, regarder les choses en face, calmement, froidement, réfléchir à tout ça, et au niveau d'un débat citoyen éventuellement, amorcer un débat citoyen en essayant de trouver des moyens pour que ça ne se radicalise pas trop. Parce que d'un côté, on aime les animaux, on ne voudrait pas les faire souffrir. D'un autre côté, dans certains cas, peut-être que ça peut être pertinent de le faire, etc., etc. Toujours une question éthique, c'est une question de curseur. C'est une gradation. Une gradation qui est au cas par cas. Et c'est le cas finalement du bilan coût-avantage qu'on a évoqué à mon avis dans la journée, c'est toujours les bénéfices-risques. Et donc du coup le cas par cas, il doit être à chaque fois évalué. Je le répéterai là-dessus, on ne peut pas uniquement se dédouaner en disant il y a un comité d'éthique qui s'en occupe, un comité machin, c'est très important, mais il faut que ce comité ait des relais, qu'il ait des relais. Et donc du coup, bon, le gros problème c'est qu'aussi peut-être au niveau des médias, on va peut-être plutôt nous parler de trucs plus accessoires que ce genre de questions. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Les questions de fond ne sont pas forcément les plus vendeuses dans les médias. Donc peut-être que c'est pas forcément par tous les médias qu'on peut y arriver, mais on peut toujours arriver. Par exemple, il y a eu le débat sur l'espace en Europe entière, c'était un exemple plutôt intéressant, en fait, où dans tous les pays de l'Union européenne, il y a eu des personnes qui étaient intéressées, souvent des gens intéressés par l'espace, mine de rien, qui sont venus dans des débats participatifs pour réfléchir qu'est-ce qu'on allait faire de l'espace. Comment ça allait se passer? Et donc, ça a été publié le mois dernier ou il y a 2 mois. Et par exemple, l'ESA a tenu compte, en fait, statistiquement de ce qui avait été dit, notamment, par exemple, l'exploitation minière des astéroïdes ou les partenariats publics-privés. Avant, on était strictement au public, plus s'ouvrir le public au privé, etc., etc. Ce genre de choses dans l'espace qui peuvent être faites sous cette forme-là, peut-être... Mais bon, voilà. Donc, l'expérimentation clinique, on en a besoin. Il faut le cadrer. C'est déjà cadré, mais il faut continuer à aller de l'avant là-dessus et surtout avoir un contrôle, contrôler ce qu'il y a, parce que c'est pas juste écrire des jolies lois, c'est les faire appliquer. Et puis après, quand il y a des décès, quand il y a des problèmes, essayer de réparer les pots cassés dans sa mesure, et aussi voir les choses en face en disant qu'on les a validées, qu'à l'avant, on a laissé cette entreprise faire ces expérimentations-là parce qu'elle suivait les protocoles requis. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, si vous le souhaitez. Des questions? C'est la fin de journée, mais n'hésitez pas. Vous avez le droit d'être totalement pas d'accord avec ce que je raconte, de mettre un point sur lequel j'étais trop obscur. Je vais me lancer pour mettre un point, comme vous avez dit. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éthique, en expliquant que l'éthique était fondée sur les principes de finalité. Il y a un but à atteindre. Oui.
Là, justement, effectivement, je pense que ça dépend du but que vous avez. C'est-à-dire que si c'est un but intéressé ou, par exemple, qui est partiel, qui intéresse des intérêts individuels ou partiels, ou est-ce que c'est un but qui concerne la société, le collectif, l'environnement, comme vous avez dit, les animaux, les bactéries? Alors voilà, là on part dans la question philosophique, la philosophie morale, la métaphysique des mœurs, et c'est vrai que, oui, en fait, quand j'ai dit ça un petit peu à la serpe, c'était pour distinguer de la morale. Donc genre la morale, c'est que même si quelque chose va faire du mal, préjudice à une personne, il faut que ce soit moral ou immoral. C'est-à-dire que c'est quelque chose, pour moi, la morale, c'est quelque chose qui peut être un petit peu guindé, qui va amener parfois à des effets pervers. C'est-à-dire qu'on interdira par exemple ceci à tout le monde, mais dans un cas unique, ceci, je ne sais pas quoi, peut être indispensable. Dans ces cas-là, transgresser la morale peut être éthique. C'était ça que je voulais dire. Donc l'éthique, c'était la question du but poursuivi. Ensuite, la question de la réflexion sur le but, là, on est dans la réflexion philosophique, puisque personne ne va être d'accord sur le but final. Et effectivement, il faut encadrer. Et là, encore une fois, c'est un peu comme une fenêtre avec une valeur trop erronée, une valeur erronée, puis entre les deux, quelque chose de supportable, souhaitable, acceptable. Mais oui, effectivement, j'ai été un peu trop rapide en disant ça. Mais je voulais simplement dire que la question du non, il faut pas, ça suffit pas. On peut pas se bloquer là-dessus, parce que le non, il faut pas, on verrouille, et du coup, ça passe à côté, dans un autre pays, où ça devient, par exemple, souterrain. Il va y avoir, par exemple, l'exemple de l'avortement. L'avortement qui crée des avortements sauvages à l'arrache dans les caves, et c'est pas bon du tout. Donc du coup, voilà, c'était ça que je voulais dire. J'ai une autre question aussi à poser, en tout cas plutôt constatation. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous avez parlé de l'importance de manifester un élan de solidarité vis-à-vis de ces cobayes, que ce soit des cobayes humains, que ce soit des cobayes animaux aussi. Est-ce que ça ne serait pas intéressant justement qu'il y ait plus de pouvoir qui soit donné à l'OMS de façon à synchroniser, à coordonner ces clivages de schizophrénie mondiale d'un pays à l'autre, où les droits et les libertés des êtres humains et des animaux sont très inégalement respectés, de façon à réguler cette recherche et en même temps apporter un fonds de solidarité mondiale pour les victimes de la recherche, de la même façon qu'il y a des fonds de solidarité pour les victimes tout court. Oui. Lors de mes études, je suis passé au Tokyo Institute of Technology au Japon, et c'était des expérimentations sur les bras robots et la façon d'attacher un bras robot, on va dire, à un corps humain, enfin un corps vivant. Donc du coup, il y avait certaines expériences qui étaient sur les singes, et quand j'ai vu les expériences sur le papier, j'ai même pas le courage d'aller les voir, les singes, parce que je pensais que ça allait me bouleverser. Alors j'ai mis les choses sous le tapis, je me suis dit, c'est pas aller, quoi. Et je vois mon directeur de labo, lui, il savait bien que ce qu'il disait sur le papier qui était fait en vrai sur les singes posait problème. C'était gênant, c'était quelque chose de l'ordre du gênant, et du coup, il y a beaucoup de non-dits, allez hop, on va écarter ça, on va parler d'autre chose. Hein. Et du coup, c'est sûr que on est des adultes, on met les choses sur la table, on regarde, ok, pourquoi on fait ça, comment on fait ça, est-ce que c'est supportable, est-ce que c'est acceptable? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent ne pas être acceptables, et qui ont créé justement le mouvement, tout l'activisme pro-protection des animaux. Les expériences de Henry Harlow au XXe siècle aux États-Unis sur l'attachement. On a appris plein de choses sur l'attachement, c'est-à-dire l'amour, comment on aime. Mais lui, il a fait cet exercice avec des nouveau-nés singes, et il les mettait dans ce qu'il appelle le pit of despair, en fait, en gros comme une oubliette de désespoir, comme un trou du désespoir. Le but, c'était de les rendre les plus dépressifs possible. À peine nés, on les ôtait de leur mère, on les mettait dans des cages métalliques avec du barbelé, en gros. C'est horrible. Et du coup, certains de ces étudiants ont
ont trouvé ça tellement atroce qu'ils ont été parmi les premiers à créer le mouvement contre la vivisection, contre ça. Parce que finalement, à vouloir évaluer ce qu'était l'attachement entre un nourrisson et sa mère chez l'humain, en passant par des singes, on faisait des choses qui étaient vraiment répugnantes. Et certains de ces élèves ont continué ces expériences, d'autres n'ont pas fait. Alors là, je suis parti dans les choses les plus atroces parce que c'était vraiment triste. Mais après, il y a énormément d'expériences sur les chats qui ont été faites par Forrester qui ont permis de voir comment le cerveau fonctionne, etc. Et puis on peut retrouver des tas de choses où finalement on sait... Alors après, une fois que l'animal a... Généralement, l'animal, une fois on l'a testé, on va le réutiliser jusqu'à épuisement, puis ensuite on l'euthanasie. C'est vrai que c'est vraiment une vie terrible pour lui. Donc du coup, il est vrai que peut-être que certains animaux qui ne sont pas trop esquintés, peut-être qu'on pourrait leur dire, bon c'est bon, t'as suffisamment donné. Mais ça c'est dans le meilleur des mondes, enfin j'aimerais bien, enfin pas le meilleur des mondes, pas au sens du vivre, mais au sens dans un monde meilleur, peut-être on pourrait avoir un peu de reconnaissance, un peu de gratitude pour ces animaux qui nous aident. Et alors pour les humains, n'en parlons pas, bien sûr, au moins un fond d'indemnisation, parce que dire ah t'as tenté, t'as eu tes sous mais t'es malade à vie, ce serait bien que l'État fasse quelque chose, mais voilà. C'est des pieux peut-être. Oui. Vous disiez à l'instant, ce serait bien que l'État fasse quelque chose. En fait, ça m'a fait penser à quelque chose, une pensée que j'ai eue tout au long de votre exposé. C'est, vous parliez d'éthique, de finalité, et des problématiques qui peuvent arriver dans le cadre d'expérimentations cliniques. Je ne suis pas très au fait du fonctionnement des industries pharmaceutiques ou autres, mais en fait, pour moi, il y a quelque chose d'assez paradoxal, enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, il y a quelque chose d'assez paradoxal entre le fait que la plupart, je ne sais pas exactement, peut-être que ce que je m'apprête à dire est faux, mais j'ai l'impression qu'une bonne partie des développements en termes de médicaments, en termes de pharmaceutiques, sont liés à des fonds d'investissement privés, donc globalement c'est des entreprises privées qui font ce développement. Et donc pour moi il y a un certain paradoxe dans le fait que, en principe, le développement de médicaments, ça a pour objectif de venir améliorer la condition humaine, de permettre la thérapie, de permettre de soigner un nombre croissant de maladies. Et les entreprises privées, les fonds d'investissement privés qui développent ces médicaments ont pour objectif le profit. Alors, dans la mesure où souvent ça coïncide parce que justement on a des systèmes de santé qui viennent financer, qui viennent permettre d'avoir un accès aux soins à la plupart et donc financer les entreprises indirectement, ces objectifs coïncident plus ou moins. Mais dans le cas où, enfin, il peut arriver que du coup l'objectif financier et l'objectif de soins deviennent un peu orthogonaux, et dans ces situations-là, on va assister à certaines situations problématiques. En fait, je me demandais si la solution à ce problème, c'est pas tout simplement de se ramener à un système où le pharmaceutique serait en quelque sorte du domaine public, purement et simplement. C'est assez utopique, je pense, mais pour moi... Ça a été pratiqué à l'URSS, à Cuba, et en fait, il ne s'agit pas de critiquer un système politique par rapport à un autre. La planification a du bon et du mal aussi. Et c'est